Alors, pour compléter le panorama du front, Justine Fraissinet nous rejoint, parce que là, on est sur un duel qui tourne clairement à l'avantage des Ukrainiens. Il y a des inquiétudes malgré tout, Justine, parce que les Russes répondent, en quelque sorte, en contre-attaquant au nord. Effectivement, depuis hier soir, des chefs militaires ukrainiens se disent préoccupés par une éventuelle poussée russe dans la région de Kharkiv, précisément vers ces deux villes qui sont aux mains des Ukrainiens, la ville de Kupiansk et celle de Liman. 3 déclarations au moins vont dans ce sens. D'abord celle de Serhiy Cherevati, porte-parole du groupement oriental des forces armées de Kiev. Et il s'exprimait hier soir en direct à la télévision ukrainienne. Écoutez. І потужно наносять по них удари. Тобто це не вчора появилося 100 тисяч. Плюс-мінус ця цифра, вона вже давно. Трішки більше, трішки менше, трошки більше може бути. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, le colonel-général Oleksandr Syrski, précise même que ce sont des troupes d'élite, des troupes aéroportées qui seraient déployées. Et enfin, dernière déclaration, celle d'Anna Maliar, vice-ministre de la Défense ukrainienne, qui y voit même une réponse directe des Russes aux attaques de Kiev sur d'autres fronts. Dès que nous prenons l'initiative opérationnelle et que nous commençons à avancer, l'ennemi s'active dans d'autres zones pour distraire et attirer nos forces. Les Russes paniquent face à notre avancée dans la direction de Bakhmout parce qu'elle est graduelle mais quotidienne. L'ennemi s'est déplacé vers la direction de Kupiansk, comme il l'a déjà fait à maintes reprises, mais en vain. En clair, les Russes tenteraient d'ouvrir une sorte de 3e front dans le nord-est pour obliger Kiev à détourner une partie de ses troupes et des défenses ukrainiennes et donc d'affaiblir leur offensive vers le sud. Précisons quand même qu'on n'a pour le moment aucune image qui confirme ces rassemblements, mais effectivement 100 000 hommes massés sur un endroit précis du front, ça serait quasiment inédit depuis le début de la guerre. En effet, merci infiniment Justine. Jean-Luc Merchet, 100 000 hommes. On ne parle pas de quelques détachements ou de quelques bataillons. Ouais. Comment est-ce possible si les 3 déclarations de ces très hauts responsables ukrainiens sont vraies? Bon, d'abord, c'est très logique que les Russes tentent de faire ça. C'est presque une question de physique. À partir du moment où vous avez une forte pression qui s'exerce contre vous dans un secteur, vous avez intérêt, pour faire baisser cette pression, vous-même mettre une pression ailleurs, pour équilibrer, pour empêcher l'arrivée de renforts ukrainiens là où ils mettent la pression sur les Russes. Les Russes créent une pression face aux Ukrainiens pour équilibrer les choses. C'est de la bonne guerre. Ont-ils 100 000 hommes dans la région ? On verra. C'est en tout cas ce qu'ils disent. On n'en a aucune. Oui, s'ils le disent, c'est peut-être vrai. Ce qu'on voit, c'est que depuis plus d'1 an maintenant, l'armée russe n'a pas été capable de faire des percées. Elle a été capable de mettre une pression très très forte, parfois de conquérir des villes. Bakhmout, dernier exemple, Mariupol avant, il y a 1 an déjà, le secteur de Sieverodonetsk, Lysychansk, avec une pression, une progression lente mais régulière. Des percées dans un secteur, non. Si jamais ça se produisait, ce serait évidemment un bouleversement considérable de la situation opérationnelle en Ukraine. Mais aujourd'hui, il est absolument trop tôt pour le dire. Question naïve, Général Gomard, vous qui avez dirigé le renseignement militaire français, comment 100 000 hommes massés sur un point du front pourraient-ils échapper, notamment aux renseignements occidentaux? Alors, toute l'imagerie satellite je ne sais pas ce qu'en savent aujourd'hui les renseignements occidentaux. Ils sont muets pour l'instant. En fonction. Ce que disent les Ukrainiens, chez les Ukrainiens, il y a toujours cette partie où ils disent qu'ils avancent, mais en même temps ils alertent en disant attention, la menace est toujours là, il faut continuer à nous donner. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois un message vers les Occidentaux, disant vous avez vu les Russes, ils sont toujours forts, on n'a toujours pas réussi à les détruire, il faut continuer à nous donner. Est-ce qu'il y a réellement 100 000 hommes? C'est possible qu'ils aient réuni. Ce qui est certain, c'est qu'on est toujours au problème de la masse. On a une population de 140 millions d'habitants face à une population qui en a 40. Donc, naturellement, il y a plus de soldats possibles ou mobilisables dans un pays que dans un autre. Donc, oui, il est possible qu'ils aient cette masse de soldats. Cette masse de soldats, bien sûr, elle bouge tactiquement parlant pour attirer l'adversaire à un endroit pour alléger la partie du front où on est plus faible. C'est bien évident, c'est-à-dire que les Ukrainiens sont sans doute très très bien renseignés. S'ils disent 100 000, il y a peut-être 100 000, il y a peut-être moins. Mais en tous les cas, il y a une masse de soldats russes qui s'est concentrée au nord-est. Est-ce que derrière, c'était annoncé depuis quelque temps, c'est-à-dire que les Russes avaient bougé des gens du sud vers le nord,
profitant, est-ce qu'ils ont profité du mouvement de Prigojine pour effectivement déplacer des soldats à ce moment-là? C'est bien possible. C'est bien possible, de façon à amener effectivement une capacité pour pouvoir attaquer et, j'allais dire, distraire du front ukrainien un certain nombre de soldats ukrainiens qui vont venir se positionner face à cette possible attaque. Donc en fait, on est en pleine tactique guerrière. Qu'est-ce que ça va donner? J'allais dire, il faut attendre pour voir. J'imagine bien que les services occidentaux savent exactement ce qui se passe au sol. Je vous disais qu'il n'y avait pas de réaction occidentale. On vient juste d'en recevoir une, en l'occurrence non des moindres, puisqu'il s'agit du général Miley, qui est le chef d'état-major américain. Vous allez voir qu'il ne parle pas, d'ailleurs, de ce regroupement de 100 000 hommes. En revanche, il a un discours qui n'est pas forcément très optimiste. Il pense, lui, que ça va être très long. Comme on l'a déjà dit, cette offensive sera longue et difficile. Elle est coûteuse en hommes. La bataille continue en ce moment même et il y a des champs de mines. L'Ukraine a encore des troupes en réserve et ils les utiliseront quand ils le voudront. Voilà, c'est presque un résumé d'ailleurs de ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire la masse, la précision, peut-être le courage et la défense de la patrie face à des centaines de milliers d'hommes, et tout s'annule dans le fond. On a parlé tout à l'heure longuement des canons, et ça, il faut pour percer, il faut pouvoir passer cette défense-là. Et puis les mines, on n'en a pas parlé, mais il a raison. Le fait que tous les terrains soient minés, ça permettrait difficilement de progresser. Donc il faut déminer des couloirs. Et donc ne pas se faire repérer pendant ce temps-là, enfin, c'est assez complexe. Ce qui m'étonne avec cet amas de soldats dans le nord, même si je crois les responsables ukrainiens, c'est plutôt pourquoi déplacer des hommes, parce que les Russes ne sont pas très riches en hommes aujourd'hui sur le terrain ukrainien. Pourquoi les déplacer de défense du sud, là où il y en a le plus besoin pour défendre leur position, vers le nord pour contre-attaquer? Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire en termes de matériel, de logistique et en termes d'hommes sur le terrain? Je ne suis pas convaincue que cette alerte soit bien argumentée à ce stade. Et effectivement, les renseignements occidentaux ont tendance à rapidement lancer les alertes quand les Russes bougent de manière massive. Il y a eu des nouvelles troupes qui avaient été envoyées en Biélorussie en entraînement. Est-ce que c'est ceux-là? Donc, ils sont tout neufs, tout frais. Ce n'est pas ceux qui vont faire des gros progrès sur le terrain. On a vu comment les mobilisés ont été en grande difficulté sur le terrain ukrainien. Alors, en tout cas, la question du recrutement est plus cruciale que jamais. Et d'ailleurs, les clips de propagande pour le recrutement se multiplient à la télévision russe. Regardez celui-ci, c'est le dernier en date qui reprend, alors d'ailleurs, et vous les commenterez, Emmanuel Véron, mais alors tous les codes de la Grande Guerre patriotique face au nazisme, et même jusqu'à Napoléon, vous allez voir. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту. Et le prix est affiché directement. Et le prix est affiché. Et la solde, vous voulez dire, qui sera touchée? Ben oui, puisqu'on ne lit pas le cyrillique. C'est combien là 204, je crois, 000 roubles. 204 000 roubles, ce qui fait moins de 2 000 euros, hein, si on ne dit pas de bêtises. C'est énorme. À peu près 2 000 euros. C'est énorme pour les Russes moyens. Ce qui est énorme. Bah, merci de nous avoir effectivement décrypté la solde qui est promise. Ils parlent de défense, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans ce narratif de on a quelque chose à défendre et donc viens t'engager parce qu'il y a notre patrie à défendre. C'est l'inversion de la charge de la preuve, quoi. C'est l'agresseur agressé. Agresseur agressé, et puis c'est finalement quand on convoque l'histoire et qu'on regarde les 2 ou 3 derniers siècles, puisqu'il parlait de Napoléon, donc au moins 2 derniers siècles, sur cette culture historique, stratégique russe, c'est se vivre en assiégé.
c'est-à-dire une sorte de citadelle qui est menacée, qui est agressée en permanence, et jusqu'à convoquer la Grande Guerre patriotique, Seconde Guerre mondiale, avec la Rodinia, la terre qui est agressée, qu'il va falloir reconquérir, défendre, et aller au-delà de ça. Donc on est fondamentalement sur ces éléments de langage assez classiques, hein, et vous avez vu à la fin de ce petit clip le mot héros qui ressort. Donc on est tout à fait dans la fabrication du héros, mais une artificialisation, si je puis dire, du héros, de l'héroïsation. Bon, 200 000 roubles, effectivement. À partir de 200 000 roubles. Oui, donc minimum 200 000 roubles. C'est toujours le même récit, les grandes déclarations patriotiques sur la Sainte Russie, et au final, une question de pognon. Voilà, c'est malheureusement une parfaite illustration du régime russe. Alors, des clips de recrutement, on en connaît. L'armée française en fait également. Il n'y a jamais la solde, hein. D'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas très... Non, il vaut mieux pas le dire. Il vaut mieux pas le dire. C'est peut-être moins de 2000 €. Mais là, en tout cas, il y a des codes qui sont très précis. Ce qui est intéressant, c'est la notion d'agression. C'est-à-dire, on voit que c'est un pays qui voudrait faire croire qu'il est agressé. Oui, c'est un complexe obsidional, en fait. Le complexe d'un pays qui se sent agressé par l'OTAN depuis le début, sans que l'OTAN n'ait jamais marqué une agression, mais ils se sont quand même agressés par l'OTAN. Et donc ça répond au narratif. Et devenir des héros, on convoque les mannes du passé, et à partir des mannes du passé, on construit l'avenir en disant qu'effectivement, il faut s'engager pour la liberté. Il utilise le mot Svoboda, liberté. Donc oui, c'est un clip de recrutement, mais parce qu'ils ont besoin de soldats. Je ne sais pas combien ils ont perdu de soldats depuis le début, mais ils ont perdu beaucoup de soldats. Un certain nombre d'autres a été blessé. On évalue à 3 fois le nombre de soldats tués. Donc en fait, c'est gigantesque pour une classe d'âge. Donc oui, ils ont besoin de soldats pour faire la guerre, pour tenir la ligne de front, parce que c'est quand même 800 à 1000 km de ligne de front. C'est quand même gigantesque, hein, pour tenir tout ça et pour empêcher l'adversaire éventuellement de lancer une offensive ou une contre-offensive là où il n'y a pas de soldats. Oui, puis ça renvoie à la continuité dans le temps de la mobilisation, en tout cas du recrutement. Alors, il n'y a pas une mobilisation générale parce que ça pose un problème politique probablement au niveau du Kremlin, mais que dans la durée depuis l'année dernière au moins, même avant, il y a un recrutement ponctuel par région, plus ou moins dans la profondeur du territoire russe, etc., pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la masse, la densité humaine, mobilisée et massée sur le front, qui sert de chair humaine, finalement. Alors, le tout arrive à un moment très particulier. On en a beaucoup parlé sur ce plateau hier. Cette nouvelle attaque du pont de Crimée, du pont de Kerch, Jean-Luc Merchet, avec un Poutine que l'on a vu apparaître à la télévision, qui voulait montrer qu'il reprenait la main. Il a bombardé Odessa pendant la nuit pour cette raison-là. Et il y a toujours la même rhétorique qui revient. Le meilleur baromètre, c'est toujours Soloviev. On diffuse très régulièrement des séquences de la télévision russe avec ce propagandiste, un des plus proches du pouvoir russe, juste après le pont de Crimée. Regardez ce qu'il dit, c'est pratiquement toujours la même chose. Может, мы, наконец, говорим, что, например, то, что Франция предоставила ракеты, не продала, а передала. Так же, как немецкий кретин тот заявил, что это не украинское, то есть, что это не немецкие танки, а украинские танки немецкого производства. Ничего подобного. Тебе же за них не заплатили, ты их дал, значит, это твое. У тебя их не купили, ты их поставил. Поэтому я уверен, что мы должны наносить ядерные или не ядерные. То, как сочтет нужно наше военное командование. Удары по местам производства и скопления той техники, которая предназначена для отправки в Россию. Voilà, grand classique du genre. Dès qu'il y a un événement qui est considéré comme humiliant, là, en l'occurrence une frappe en profondeur sur le pont de Crimée, on a cette rhétorique qui revient. C'est ça, la belligérance est appelée systématiquement. On est tous des ennemis. De toute façon, le narratif change assez régulièrement. Soit c'est les Ukrainiens qui posent problème parce qu'ils sont des nazis, parce que c'est des mauvais, il faut les détruire. Soit c'est l'OTAN qui a attaqué, donc c'est les États-Unis l'ennemi numéro 1, et nous, une petite ribambelle d'ennemis en Europe autour des États-Unis. Et donc, ce truc-là évolue en fonction de leurs besoins pour la télévision russe. Et la menace nucléaire ou non nucléaire systématique sur les territoires européens, comme si la Russie était capable de frapper aujourd'hui Paris ou Berlin
comme cela, avec une facilité déconcertante, est toujours vendu aux Russes comme une possibilité. Et donc, comme si nous, on était l'arrière du front ukrainien et comme s'il fallait nous attaquer, nous, nos industries, de manière à arrêter la livraison des armes. Mais toujours la construction du récit, à peu près la même. Hein. Oui. Oh, là, vraiment, c'est un discours de fier à bras. C'est Soloviev. Hein. Voilà, c'est Soloviev. Qu'est-ce que vous voulez dire à un moment, pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils ne le font pas ? Ils ne le font pas parce qu'on est en face et qu'il y a un truc qu'ils appellent la dissuasion et que s'ils s'amusaient à faire ça, ils ont été prévenus. Les Américains les ont prévenus. Amusez-vous à tirer une arme nucléaire tactique, on détruit votre armée en Ukraine jusqu'au dernier moyen. On rase la base de Sébastopol, on vous détruit la flotte de la mer Noire. C'est un discours de fier à bras, ça n'a pas de sens. Et voilà, parce qu'en face, il y a des gens. Nous sommes en face. Et nous, occidentaux, ils ne vont pas tirer sur le territoire de l'OTAN parce qu'ils savent ce que ça signifie. Donc, non, c'est vrai. Et ça imprègne les esprits, non ? Peut-être généralement. Donc ne nous laissons pas impressionner par ce genre de choses. En fait, il ressort à chaque fois la sémantique nucléaire, parce qu'il sait qu'en Occident, le nucléaire fait peur. À chaque fois, on ressort le mot nucléaire. Derrière, ce que dit Jean-Dominique est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'ils ne l'utiliseront pas parce que les Américains ont prévenu, on détruira la flotte de la mer Noire, on va détruire ça. Ils ont ciblé les Américains, ils leur ont dit ce qu'ils détruiraient exactement. Et donc, ils ne le feront pas. Et là, on le voit, l'air posé, l'air de réfléchir en penseur. Mais c'est du Soloviev dans le texte. C'est-à-dire que là, le grand stratège militaire, n'est-ce pas ? Il prend son temps de parole. C'est assez intéressant de voir. L'air de penser tout haut. Oui, mais est-ce que ça n'imprègne pas malgré tout beaucoup de gens en Russie ? Hier, dans son intervention, Vladimir Poutine parle 3 fois au moins d'attaques terroristes sur le pont de Kerch. C'est pour aussi infuser malgré tout une partie de l'opinion en Occident qui est plus ou moins en accointance avec le parti russe, si je puis dire, en tout cas avec le Kremlin, mais aussi pour une partie de l'opinion russe qui est devant sa télévision, plutôt des générations âgées, vers le haut de la pyramide des âges, pour ce qu'il en reste, parce que la pyramide des âges n'est pas très flatteuse en Russie au vu de la démographie, mais enfin bon, qui parle directement à ces Russes-là, à ces populations russes-là. Quelque part, le chef est responsable et rassure, ou en tout cas montre qu'une nouvelle fois, la Russie est agressée. On revient sur ce narratif que l'on vient d'évoquer, et que le recours au nucléaire, la Russie est bien une puissance nucléaire, etc. Ou alors, comme vous l'évoquez Emmanuel, le sujet terrorisme, etc. Là encore, nos intérêts sont attaqués, notre territoire est attaqué. Donc c'est pour chercher une forme de coagulation, si je puis dire, pour reprendre les mots d'un autre général, de l'opinion de la population russe. Mais fondamentalement, oui, la dissuasion nucléaire est bien là justement pour le non-emploi, pour préserver la paix. Donc voilà. Donc il y a 2 niveaux de lecture, je crois. Je ne sais pas si les Russes écoute cet appel au loup pour la énième fois. Ça fait quand même plus d'un an et demi que ça dure. Oui. C'est un disque rayé qui finit par ne plus être écouté. On a vu la réaction finalement des concitoyens russes au moment où Prigojine a décidé d'avoir son petit moment de folie. Il n'y a pas eu de résistance face à l'ennemi de Poutine sur le chemin qui le menait à Moscou. Il y a eu au contraire des danses et des festivités organisées par certains. Donc, est-ce que ce discours-là prend encore sur l'ensemble de la population où il cible une population très particulière, effectivement, en haut de la pyramide des âges, qui glorifie l'URSS, mais je pense que les Russes sont plus dupes sur leur capacité à aller plus loin que ce qu'ils ont fait jusque-là.